Merci pour l'introduction et merci aux organisateurs aussi de nous avoir donné l'opportunité de faire cette présentation aujourd'hui. Donc avec Laureline, nous allons vous parler du risque chimique et toxicologique qui appartient aux batteries lithium-ion. Donc, je vais m'occuper de la partie caractérisation de ces émissions et Laureline vous parlera plutôt des aspects toxicologiques en tant que médecin. Donc tout d'abord, il faut différencier deux cas, le fonctionnement normal des batteries et en cas de dysfonctionnement. En fonctionnement normal, le risque est très limité, tandis qu'en dysfonctionnement, c'est là où apparaît la plupart des risques. Donc, cette slide, je vais la passer rapidement, mais elle reviendra un peu plus tard dans la présentation pour plus de détails. Donc, en fonctionnement normal, il faut différencier maintenant deux sous-cas. Le cas d'un utilisateur particulier, comme vous et moi, qui utilise sa batterie dans un téléphone portable. Dans ce cas-là, l'ensemble des constituants chimiques sont contenus dans l'enveloppe de la batterie. Donc le risque est très limité. Le risque de dégagement gazeux, on va le mentionner parce qu'il y a quelques études qui font part d'un dégagement gazeux en fonctionnement normal, notamment pour des cellules pouch cell, mais il est franchement très très limité. C'est de même pour le risque de fuite. On peut imaginer une fuite en cas de chute de la batterie, en cas de dépression comme ça, mais ce n'est plus un fonctionnement normal. Donc, quand le téléphone est dans votre poche, le risque chimique est très limité. En revanche, pour les travailleurs, donc on peut penser aux personnes par exemple qui fabriquent les batteries dans les usines, là le risque est vraiment présent. Mais ce risque il est géré par l'entreprise, par des mesures de prévention organisationnelle, des mesures de prévention collective ou des mesures de prévention individuelles. On a vu juste avant avec le CEA tous les EPI qu'on utilise pour manipuler des batteries. Il y a le même type de protection pour manipuler des poudres, qui sont les composants des batteries et qui peuvent être toxiques. Donc on va aussi évacuer ce risque assez rapidement et le reste de la présentation se focalisera plutôt sur le risque en cas accidentel. Donc en cas accidentel, plusieurs sources de risques peuvent être identifiées. Principalement, ce que l'on va voir dans cette présentation, ces sources viennent de l'émission de fumée. Il y a un terme gazeux et un terme particulaire. Ensuite, pour l'environnement, il y a un risque, on va dire, qui découle de ces deux premiers. En cas de pluie ou d'utilisation par les pompiers d'eau, ce qui est en général le cas pour essayer de maîtriser un incendie de batterie, ces émissions elles peuvent être drainées par les eaux et donc venir en contact avec l'environnement, soit les sols, soit les rivières qui sont alentours. Donc, avant de se pencher plus profondément dans qu'est-ce que le risque, ce risque il vient de quelque part, il vient des éléments que l'on met dans la batterie. Donc en premier, je vais vous présenter qu'est-ce qu'il y a dans une batterie. Donc pour ça, je vous propose un bilan de matière qui est utilisé dans un module automobile. Donc maintenant un module, on a vu dans les deux présentations présentes qu'est-ce qu'était un module. Donc les matières utilisées, on voit il y a pas mal d'acier et d'aluminium qui sont utilisés pour le casing du module. Donc c'est la partie rigide du module qui sert de protection mécanique, etc. Franchement, ces éléments d'acier, aluminium, ils influenceront très peu le risque final parce que ce sont des matériaux qui sont présents en grande quantité mais sous des formes ils ne vont pas former de gaz, ils ne vont pas former de particules. En revanche, ce que l'on voit, il y a également l'électrolyte qui représente à peu près 13% de la masse totale d'un module. Ces 13% sont un liquide inflammable et potentiellement toxique. Et donc ça, c'est particulièrement intéressant. On va le voir, ces émissions seront retrouvées dans nos analyses de gaz. Ensuite, il y a les composants des électrodes qui, eux, sont des poudres qui sont mises en forme sous forme d'encre et ensuite enduite pour former des électrodes. Et donc ces poudres, typiquement si on regarde les matériaux de cathode, ce sont du manganèse, du nickel, du cobalt. Et donc ce sont des poudres de taille variable. Alors celles-là ne sont pas nanométriques, mais certaines peuvent être nanométriques. Et donc en cas d'incident, ces poudres vont se retrouver, et ces éléments vont se retrouver dans les fumées. Donc en cas accidentel, on va tout d'abord voir dans les fumées la composante gazeuse. Et le mélange gazeux qui est émis en cas d'emballement thermique est très variable et selon beaucoup de paramètres. Alors, dans cette présentation, je vais essayer de généraliser un peu ou de vous donner des exemples particuliers, mais il faut avoir en tête que plein de paramètres influencent la composition du mélange gazeux et donc, in fine, les risques toxiques. Donc, dans un cas d'un venting simple, où il n'y a pas d'inflammation des gaz, on voit que les composants principaux sont en fait les électrolytes, donc les carbonates organiques, qui sont les composés d'électrolytes que j'ai présentés tout à l'heure et qui représentent 13% de la masse du module.
Ce sont le DMC, le MC, il y a également de l'EC, du PC, du FEC. Et donc ce sont des matériaux que l'on retrouve, donc des électrolytes que l'on retrouve sous phase vapeur et qui sont a priori toxiques, Laureline le montrera après. Les deuxièmes types de produits que l'on retrouve, même s'il n'y a pas de combustion à proprement parler, on retrouve du CO2 et du CO. Le CO est également toxique. Alors pourquoi on retrouve ces deux gaz même s'il n'y a pas de combustion? Parce qu'en interne de la cellule, il y a quand même une petite combustion et il y a également des mécanismes pyrolytiques qui vont venir former ces gaz. Et le troisième type de composés que l'on retrouve dans ces gaz lorsqu'il n'y a pas d'inflammation, ce sont des composés de décomposition, comme le POF3 par exemple, le HF, le C2H4, tout ce type de composés qui sont présents en plus petite proportion, mais qui peuvent être très toxiques et donc qui ne sont pas à négliger. Ensuite, ces gaz, ils peuvent s'enflammer. Donc là, le mélange gazeux va être complètement différent. On va finalement avoir les produits de combustion de ces gaz. Donc ce qu'on retrouve, sans surprise, en cas de combustion, c'est beaucoup de CO2, donc alimenté par l'oxygène de l'air. On va avoir beaucoup de CO2. Ensuite, sur le côté, donc il n'y a même plus la place pour les marquer sur le diagramme, on va retrouver tous les autres gaz, donc le type le CO, on va retrouver des traces de carbonate tels que le DMC qui sont imbrûlés, et on va retrouver aussi les produits de décomposition, encore une fois le HF, les NOx, le POF3. Ces produits de décomposition sont présents en plus petite quantité dans ce cas-là, cependant il ne faut pas se méprendre, car les quantités de gaz émis dans ces cas de combustion et donc de feu, les quantités de gaz sont beaucoup plus importantes. Donc au final, en termes de quantité, c'est à peu près équivalent. Donc voilà pour cette différenciation entre scénario où il y a un feu et où il n'y a pas de feu. Le deuxième paramètre qui va énormément influencer la composition du gaz, c'est l'état de charge à laquelle l'incident survient. Si on prend une batterie en dessous de 30% état de charge à peu près, on peut lui faire subir des abus. Donc on a vu, ça peut être des abus électriques, mécaniques, thermiques. Finalement, il y aura très peu de réactions, voire pas d'émission de fumée. Pas de fumée, pas de risque, a priori, chimique. Pour les batteries, autour de 50 à 70% d'état de charge. On va avoir des émissions de fumée, mais qui souvent ne s'enflammeront pas. Donc on va être dans le premier cas que je vous ai montré sur la diapositive précédente, où le mélange est principalement composé de DEC, EMC, etc. et d'autres composés organiques. Ensuite, une fois qu'on va à des états de charge plus près de 100%, ces gaz vont avoir tendance à plus facilement s'enflammer, et donc on sera dans le deuxième cas de tout à l'heure, avec beaucoup de CO2, mais aussi on garde ces produits de combustion. Une variable très importante également pour la composition du mélange gazeux, c'est l'échelle à laquelle a lieu l'incident. Ce que je vous ai montré tout à l'heure, les mélanges gazeux ont été faits sur des calculs à l'échelle module. Donc on est assez proche d'une cellule, et on a donc les mélanges gazeux que je vais présenter. En revanche, si on a ces incendies à des niveaux du système, donc là j'ai pris l'exemple d'une voiture, ça peut être aussi un conteneur, on a beaucoup plus de plastique, de câbles, d'autres éléments qui rentrent en jeu et qui vont brûler et participer à l'émission de fumée, et donc avec des composants particuliers. Alors par exemple, dans le cas des plastiques, on peut parler du HCl, qui est souvent présent dans la feuille de plastique. On retrouvera aussi parfois du HCN, des coffres, enfin plein d'autres choses qui sont typiques des feux à l'échelle système. Une dernière variable, et qui elle est un peu plus délicate à appréhender, c'est la chimie de la batterie en question. Donc, pour illustrer cela, je vous ai proposé ce petit tableau qui compare finalement trois types de chimie. Donc la technologie sodium-ion, qui est une technologie proche de celle du lithium-ion. Ensuite, deux sous-chimies de lithium-ion, le LFP et le NMC. Je ne vais pas rentrer en détail dans le tableau pour gagner du temps, mais on peut voir que suivant les gaz qu'on veut regarder, suivant la batterie, suivant la chimie de la batterie, les proportions varient de manière sensible. Donc, cette fumée qui est émise lors d'un emballement thermique, donc il y a deux composantes, la composante gazeuse, donc là on vient de le voir, et la composante particulaire. Donc en réagissant, les composés qui sont contenus dans la cellule vont pouvoir sortir de l'enveloppe, et une partie de ces particules vont être entraînées dans la fumée, une autre partie va rester proche de la cellule sous forme de poussière et de suie. Donc ces poussières, mais finalement, elles sont composées de quoi? De la même chose que la batterie est composée. On retrouve, si vous regardez principalement
sur une batterie NMC du nickel, du manganèse, du cobalt. Donc je vais vous expliquer, ces composés sont sous la forme de poudre initialement, donc ils sont facilement volatilisables, mais on retrouve également du lithium, du phosphore, du fluor, qui eux sont contenus dans les sels d'électrolyte. Et donc on retrouve finalement les éléments constituants de la batterie initiale qui sont émis sous forme particulière, soit sous forme de fumée, soit, comme vous le voyez sur l'image de droite, sous forme de suie de taille variable. Et donc c'est ces suies-là qui, en cas de pluie ou d'extinction à l'eau, peuvent être drainées. Donc un exemple assez concret pour vous montrer qu'effectivement ces particules peuvent être drainées. Donc ça c'est une manipulation qu'on a fait à l'INERIS il n'y a pas longtemps, on n'a pas encore eu le temps de la valoriser. Mais on a récupéré des eaux d'extinction de batteries et on les a étudiées. Alors on les a caractérisées de manière chimique. Là je vous présente quelques images de la caractérisation faite au microscope électronique à transmission. Et donc on retrouve dans ces eaux des particules de nature et de taille variable. Par exemple des particules métalliques qui forment des agglomérats de quelques micromètres, 5-6 micromètres, tout comme des particules de suie nanométriques. Là, c'est sur l'image en haut à droite, où on voit elles sont aussi agglomérées sous forme de chaînes, mais avec une dimension de quelques nanomètres. Donc voilà, en conclusion, plusieurs sources de risques chimiques sont présentes pour l'homme et aussi pour l'environnement, présentes dans les émissions gazeuses et particulaires. Cependant, il faut relativiser, tout incendie, donc on a vu les plastiques, produisent également des fumées qui sont dangereuses. Donc ce n'est pas nouveau qu'un incendie produise des substances dangereuses. Cependant, dans le cas des batteries lithium-ion, il y a quelques composants spécifiques, tels que le HF, tels que les particules de métaux lourds, qu'il faudra prendre en compte. Donc maintenant, pour la partie toxicologique, je vais laisser la parole à Laureline. Merci. Merci. Donc, pour ma part, je vais vous parler du risque toxicologique, c'est-à-dire du risque pour la santé que représente l'exposition à toutes ces substances chimiques. En l'occurrence, lors du dysfonctionnement d'une batterie lithium, ce risque toxicologique il va venir surtout de deux scénarios d'exposition. Le premier, c'est l'inhalation, le fait de respirer des émissions qui sont composées, donc on l'a vu, de gaz et de particules. Et le second scénario, c'est le contact cutané, donc avec la peau, d'une fuite liquide. Donc je vais détailler les deux scénarios en précisant pour chacun le risque toxicologique et la conduite à tenir en cas d'exposition. D'abord, on va s'intéresser au scénario d'exposition par inhalation. Ce tableau pour illustrer la toxicité des substances émises lors du dysfonctionnement d'une batterie au lithium. Donc j'ai mis à gauche quelques exemples de substances et à droite leurs principaux effets toxiques. On peut voir qu'il s'agit d'asphyxiants, d'irritants, de toxiques par inhalation qui peuvent présenter des propriétés sensibilisantes, voire cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques. Maintenant, pour évaluer le risque toxicologique, il va falloir mettre en parallèle la toxicité de ces substances avec le niveau d'exposition des personnes exposées, en particulier des travailleurs, puisque c'est la population qui nous intéresse particulièrement. Dans la littérature, ce risque toxicologique, il est peu documenté, malheureusement, et les études s'intéressent surtout, voire uniquement, aux risques liés à une exposition aiguë. J'ai quand même retenu 3 études avec 3 notions que je trouve intéressantes, que je vais vous présenter. Première notion, dans certaines situations, l'emballement thermique d'une batterie au lithium peut conduire à l'émission de substances toxiques à un niveau qui dépasse des valeurs toxicologiques de référence. Par exemple, dans cette étude, c'est une étude récente qui a été menée par le laboratoire d'essai de la Commission européenne, dans lequel les auteurs ont étudié 46 gaz émis lors de l'emballement thermique donc d'une batterie lithium. Et ils ont comparé la concentration atmosphérique de ces gaz dans un espace de 100 mètres cubes par rapport à des valeurs seuil de toxicité aiguë. Et effectivement, les auteurs ont observé pour 4 substances, ce sont les 4 graphes qui sont présentés sur la diapo, donc on retrouve l'acroléine, le fluorure de carbonyle, le phénol et le formaldéhyde. Pour ces 4 substances, les auteurs ont observé un dépassement de cette valeur où des effets irréversibles sur la santé humaine sont attendus. C'est ce qui est représenté par la petite ligne en pointillé bleu, soulignée par les flèches vertes. Deuxième notion, l'irritation et le risque toxicologique qui va prédominer dans ces émissions. Alors, il s'agit ici d'une étude chinoise dans laquelle les auteurs ont essayé d'étudier les effets combinés des gaz émis dans le cadre de l'emballement thermique d'une batterie, si c'était une batterie lithium-fer-phosphate.
Pour ce faire, les auteurs ont utilisé des modèles théoriques. Ce sont les deux graphes qui sont présentés sur la diapo. À gauche, le modèle appliqué pour les asphyxiants. À droite, le modèle appliqué pour les irritants. L'axe désordonné correspond au résultat du modèle. Alors, c'est une unité arbitraire qui permet de caractériser la tenabilité dans une atmosphère toxique. Pour faire simple, plus le chiffre est élevé, en l'occurrence plus il se rapproche de 1, plus le risque est grand. Alors, il y a beaucoup de choses à voir sur ces graphes. Ce que je voulais souligner, c'est qu'on voit qu'on n'est pas du tout sur les mêmes ordres de grandeur. À gauche, pour les asphyxiants, on voit qu'on est plutôt de l'ordre de 10-3, 10-4, alors qu'à droite, pour les irritants, on voit qu'on est plutôt de l'ordre de 10-1. Et de la même façon, on n'est pas sur les mêmes ordres de grandeur sur l'échelle temporelle. Donc, nette prédominance du risque d'irritation. Et si on regarde un peu le détail avec le tableau en bas de la diapo, c'est-à-dire la concentration des gaz émis, on voit que ce risque d'irritation est largement lié au fluorure d'hydrogène dans cette situation. Troisième notion, la libération accidentelle d'électrolytes peut présenter un risque par inhalation. Alors là, c'est une étude qui émane encore de la Commission européenne, dans laquelle les auteurs ont étudié 24 solvants. Ce sont les 24 substances inscrites sur l'axe des abscisses. 24 solvants présents dans les électrolytes de batterie lithium. Donc sur cette figure, les barres bleues correspondent au taux d'évaporation relatif de chaque substance. En gros, plus la barre est haute, plus la substance aura tendance à s'évaporer. Et les carrés rouges et jaunes correspondent à la quantité de liquide nécessaire pour atteindre une concentration atmosphérique susceptible de produire des effets irréversibles et graves sur la santé. En gros, plus le carré est bas, plus la substance est toxique, puisqu'il y aura besoin de très peu de quantité de solvant liquide pour atteindre cette limite d'exposition aiguë. Alors ce qu'on voit, c'est qu'il y a 4 solvants en particulier, ce sont les flèches vertes. 4 solvants en particulier cumulent à la fois une haute toxicité et une forte volatilité. Donc c'est là que le risque toxicologique par inhalation sera le plus préoccupant. Ensuite, les auteurs ont fait le même travail pour l'acide fluorhydrique en tant que produit d'hydrolyse du sel de lithium LiPF6. Ça, je ne les ai pas présentés sur cette diapo. Mais bref, dans l'étude, les auteurs arrivent à la conclusion que finalement, à température ambiante, une petite libération d'électrolytes, en général moins de 250 ml, peut conduire dans un espace de, on voit ici, 62 mètres cubes, à former une atmosphère toxique où des effets irréversibles et graves sur la santé sont attendus. Donc là, on vient de voir le risque toxicologique par inhalation. Maintenant qu'on a vu ça, que faire en cas d'accident, d'exposition par inhalation? La première des choses, c'est de prendre un avis médical auprès d'un SAMU ou d'un centre antipoison. Ensuite, assurer la sécurité de la victime, évidemment en prenant les précautions nécessaires pour les sauveteurs. Compte tenu de la toxicité des émissions et notamment du risque de toxicité avec effet différé, il faudra mettre en place une surveillance prolongée en cas d'exposition importante. Dans ce cas, ce sera repos strict, évidemment pas de réexposition à des irritants et une vigilance particulière pour les personnes les plus sensibles. Pour anticiper ces situations, il faudra prévoir des protocoles de conduite à tenir en cas d'urgence, informer les salariés à ces protocoles. Et pour éviter ces situations d'exposition, on l'a déjà évoqué, prendre des mesures de prévention strictes lorsqu'on est amené à manipuler des batteries au lithium défectueuses. Donc voilà pour ce qui est du scénario d'exposition par inhalation. Maintenant, je vous propose de passer au scénario d'exposition par contact cutané. Alors ici, même type de tableau que tout à l'heure, à gauche des exemples de substances qui sont susceptibles de se retrouver dans une fuite liquide, et à droite, leurs principaux effets toxiques. On voit qu'il s'agit d'irritants, de corrosifs, de toxiques par contact cutané. Ici encore, la littérature est assez pauvre sur ce risque, le risque toxicologique lié au contact cutané. Un case report que je trouve intéressant, que je vous ai noté ici, c'est le cas d'un laborantin qui a présenté une brûlure des mains à la suite d'un accident de manipulation d'un mélange de sel de lithium et de carbonate. Et en fait, la gravité de sa brûlure était liée à la formation d'acide fluorhydrique, pour lequel d'ailleurs le laborantin connaissait bien la conduite à tenir. Il a tout de suite rincé la peau et il a utilisé aussi un sel de calcium pour limiter les lésions. Du coup, ce case report fait le lien avec ma diapo suivante. Que faire en cas d'accident d'exposition par contact cutané? Ici encore, prendre un avis médical auprès d'un SAMU ou d'un centre antipoison. Sans attendre, décontaminer la peau, c'est-à-dire laver abondamment à l'eau.
Pour anticiper ces situations, il va falloir, de la même façon que tout à l'heure, élaborer des protocoles de conduite à tenir en cas d'urgence. Et ce qui était intéressant dans ce case report, c'est qu'il faut absolument que les salariés soient formés et informés à la mise en œuvre de ces protocoles pour garantir leur efficacité. Et enfin, pour éviter ces situations d'exposition, toujours pareil, respecter des mesures de prévention rigoureuses lors de la manipulation des batteries. Ça peut passer, par exemple, par l'utilisation de PI adaptés. Donc voilà pour ce qui est du scénario d'exposition par contact cutané. Et maintenant, si on cherche à conclure donc, cette présentation qu'on a fait à 2 voix sur le risque chimique et toxicologique, on a vu que les batteries au lithium sont soumises à des normes et des réglementations, ce qui va rendre leur niveau de sécurité acceptable pour l'utilisateur, de sorte qu'en utilisation normale, finalement, le risque chimique et toxicologique va rester a priori faible pour l'utilisateur. En revanche, en cas de dysfonctionnement, le risque chimique et toxicologique existe. Il variera en fonction des caractéristiques à la fois de la batterie et de l'exposition. En gros, on a vu que les émissions de batteries au lithium défectueuses présentent une toxicité, notamment au niveau des voies respiratoires, avec un risque d'effets locaux qui peut être grave. D'autre part, comme ces émissions sont très diverses, on peut s'interroger aussi sur les risques liés à la polyexposition, c'est-à-dire aux effets combinés de ces substances toxiques. Et on peut s'interroger aussi sur la toxicité chronique de ces émissions qui résulterait d'expositions répétées. Alors sur ces sujets, il y a encore beaucoup de recherches à mener. Quoi qu'il en soit, les données toxicologiques dont on dispose à l'heure actuelle sont suffisantes pour justifier la mise en place de mesures de prévention rigoureuses lorsqu'on est amené à manipuler ce type de batterie. Et je ne pouvais pas finir cette présentation sans évoquer le rôle des services de prévention et de santé au travail dans la prévention de ces risques, donc en conseillant, informant salariés comme employeurs, en assurant le suivi des salariés, et enfin, last but not least, assurer la traçabilité des expositions et du suivi, ce qui est particulièrement important sur ce type de sujet qui reste encore l'objet de beaucoup de recherches. Voilà, nous vous remercions de votre attention. Laureline Coates, Arnaud Borde, merci beaucoup.